Toutes et à toutes, très content de retrouver certains d'entre vous. Bienvenue à ceux qui viennent dans cette démarche euh, d'apprentissage de l'humanitaire par l'intermédiaire des Zoom métiers que nous avons commencé depuis quelques semaines. Je me présente, je m'appelle Franck Lavigne. Je suis coordinateur parcours et métiers pour l'Institut Bioforce qui se situe à Lyon. Bonjour à tous, je suis Laetitia Lascar, responsable de la Cité de la Solidarité internationale à Annemasse. C'est un plaisir de tous vous accueillir ce soir pour ce troisième opus des Zoom métiers généralistes dans le secteur de la solidarité internationale et de l'humanitaire. Alors, une petite remarque. euh, L'image que vous avez vue à côté de nos noms et prénoms, vous vous doutez bien que ce n'est ni Laetitia ni moi, mais vous comprendrez plus tard, lors des slides, des diapositives à venir, euh, pourquoi nous l'avons utilisé. Je vais vous parler en quelques mots de Bioforce. Bioforce qui est à la fois une association, mais aussi un centre de formation qui existe depuis plus de 40 ans. Alors, c'est une structure qui est connue dans le domaine, dans la communauté de l'humanitaire et au-delà. C'est une structure qui agit à la fois en Europe, en Afrique, et qui a aussi eu une présence au Moyen-Orient, qui l'a toujours, mais pas avec des employés. Euh, Cette structure est principalement constituée d'humanitaires, avec des formateurs et des encadrants, et qui travaillent sur le renforcement des compétences, tout d'abord des personnes, hein, par l'intermédiaire de formations métiers et de formations compétences, des formations compétences plus courtes. Ces acteurs travaillent aussi sur le renforcement des structures militaires, et ce pour répondre aux besoins et aux difficultés que rencontre soit le secteur, soit les populations en difficulté. La Cité de la Solidarité internationale, pour ceux qui n'étaient pas là lors des 2 premiers temps de formation, c'est une plateforme transfrontalière de services innovants et collaboratifs. On est beaucoup dans la transversalité, dans la mise en lien entre les différentes structures de la solidarité internationale, qu'il s'agisse des ONG, des entreprises, des groupes de personnes, des collectivités territoriales et des universités. Notre champ d'action, il est tant sur toute la France que sur le versant francophone de la Suisse, puisque nous nous trouvons sur un territoire frontalier et notre mission est donc transfrontalière. Euh, les 3 outils qu'on met à disposition de nos partenaires, de nos habitants du territoire qui nous sollicitent, euh, c'est Cohabit. On a un tiers-lieu qui permet d'héberger des ONG et des associations de solidarité internationale. Coexiste, qui est la plateforme de partenariat ONG-entreprise. Et Cogite, qui est vraiment tout le pôle création de connaissances et dans le cadre duquel s'inscrit donc le Zoom métier de ce soir. Alors, ce Zoom métier, il fait partie d'un triptyque progressif pour lequel vous avez déjà eu deux, deux événements. D'abord en janvier, nous avons parlé des acteurs et des métiers de l'humanitaire. En février, nous avons présenté les compétences recherchées dans l'humanitaire et comment on les déterminer, identifier à son niveau, à son propre niveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de préparer un entretien de recrutement.
Alors, avant tout, je vais faire quelques rappels de ce que nous avons vu dans les 2 premiers Zoom métiers généralistes. Nous avons d'abord fait le constat que le secteur de l'humanitaire s'était considérablement professionnalisé depuis plusieurs dizaines d'années pour différentes raisons. D'abord, du fait de la multiplicité des acteurs. Nous avions discuté des acteurs euh, qui sont membres des Nations Unies, de ceux qui appartiennent au groupe des organisations non gouvernementales. Nous avions parlé des structures de coopération. Nous avions évoqué également les fondations d'entreprises qui sont des acteurs que l'on voit avec des projets sur les missions, sur les terrains d'intervention. Tous ces acteurs, en fait, viennent se rencontrer dans des zones géographiques où il y a des besoins et où ces besoins se développent dans des euh, contextes de plus en plus compliqués. Euh, j'ai perdu le fil, voilà, merci. Compliqués pour différentes raisons. Depuis plusieurs décennies, on a vu justement les terrains d'intervention devenir plus compliqués du fait de l'insécurité. Nous savons que les acteurs humanitaires sont devenus des cibles, et ça, c'est pas quelque chose de récent. On a vu aussi des crises qui se superposaient. Nous avons rencontré des situations qui devenaient plus complexes du fait du nombre d'intervenants, du fait aussi de la connaissance des belligérances dans les crises, dans les conflits armés, la connaissance des acteurs humanitaires et l'utilisation de ces acteurs pour arriver à leur fin. Et nous avons aussi constaté l'augmentation des exigences vis-à-vis des acteurs, des projets mis en œuvre, une exigence de qualité, ce qui est tout à fait normal étant donné les engagements moraux et éthiques que véhicule l'action humanitaire. Une exigence également de transparence, une redevabilité qui va à différents endroits, notamment à celui du grand public, montrer, démontrer que ce qui est dit et ce qui est annoncé est effectivement mis en œuvre, une redevabilité vis-à-vis des populations elles-mêmes qui bénéficient des actions menées, une redevabilité vis-à-vis des bailleurs de fonds, euh, des gouvernements et des partenaires avec lesquels on travaille. Alors, toute cette professionnalisation, cette complexification s'est accompagnée de nouveaux métiers pour pouvoir faire face, pour répondre en fait à cette complexité, à ces exigences, des nouveaux métiers qui ont donné lieu justement à un recrutement important, mais un recrutement ciblé dans un contexte où une compétition plus importante s'est développée avec des acteurs du Sud qui viennent répondre aux besoins et aux besoins de recrutement. Et parallèlement, donc, une hausse des exigences de recrutement pour toutes les raisons de cette professionnalisation. Et pour pouvoir justement répondre à ces exigences, chacun d'entre nous a dû, chaque personne voulant intégrer ou voulant rester dans le secteur de l'humanitaire, a dû développer des compétences et a dû les mettre en valeur. Nous allons reparler rapidement justement de ces compétences avec la diapositive suivante. Je vais pas revenir sur l'ensemble de ce que nous avons développé dans le deuxième Zoom métier. Les compétences qui sont recherchées dans l'humanitaire, elles sont multiples. Elles sont voilà, celles que, en gros, on peut résumer de la manière suivante, celles qui sont les cœurs de métier. Je ne vais pas tout repasser en détail, hein, parce que sinon nous pouvons y passer beaucoup de temps. Les cœurs de métier, bien sûr, celles qui font que vous êtes devenu ingénieur, médecin,
gestionnaire, financier, logisticien. Des compétences aussi transversales, celles que l'on met en œuvre au quotidien, qui sont plus ou moins nécessaires de nos jours. La connaissance de l'outil informatique. On aurait pu mettre les langues comme compétences transversales. Elles ont été évoquées ici un peu à part. On avait évoqué lors du deuxième Zoom métier généraliste le besoin de la maîtrise de l'anglais, mais pas uniquement, l'importance aussi des langues vernaculaires et d'autres langues, notamment dans certaines zones géographiques, les zones hispanophones, les zones lusophones. On avait mis en relief également, antérieurement, le besoin de compétences dites interpersonnelles, euh, celles liées au comportement, au savoir-être. Nous avions également parlé de tout ce qui était lié à la compétences liées au réseau, au partenariat et à l'engouement pour l'interculturel. Toutes ces compétences ont permis, à un moment ou à un autre, de répondre à une offre, à une candidature. Et à un moment vient la possibilité de répondre à des questions et d'aller en entretien de recrutement. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de cet entretien de recrutement dans l'humanitaire et nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, et notamment comment faire pour présenter ses motivations, la motivation humanitaire ou solidaire, comment présenter vos compétences et celles qui vous qualifient, celles que vous avez identifiées, mises en valeur dans votre CV, celles dont vous avez parlé dans votre lettre de motivation. Comment vous allez éventuellement évoquer votre reconversion si c'est votre cas de figure. Vous pouvez venir d'un secteur proche de celui de l'humanitaire, celui du secteur du social particulièrement, mais vous pouvez aussi venir d'un secteur beaucoup plus éloigné, comme un secteur lucratif, privé, un secteur public également. Nous allons essayer aussi de parler des éléments de parcours et notamment ceux pour lesquels vous avez peut-être plus de mal à évoquer, ceux qui peuvent représenter un temps de pause dans votre parcours professionnel, personnel. Comment mettre tout cela en valeur ou comment en parler? Et surtout, comment vous valoriser? Alors, j'essaie de garder un peu plus de visibilité. Je suis désolé, j'ai un petit carré sur l'écran. Voilà, ça va me permettre de mieux suivre les slides et de vous parler. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, vous avez tous, vous avez sûrement notion, en tout cas si vous n'avez pas vécu directement un processus de recrutement, celui qu'on va évoquer dans l'humanitaire, il est tout simplement, on va dire, identique dans les différents principes, dans les différentes étapes que celui que vous rencontrerez dans n'importe quel autre secteur. Revoyons ces différentes étapes. Nous avons déjà évoqué donc la lettre de motivation et le CV qui vous ont permis de répondre à une annonce ou de faire une candidature spontanée. Une fois que ceci est arrivé dans la structure humanitaire que vous avez sollicitée, vous avez deux possibilités. Soit vous n'avez pas de retour. En général, on dit qu'au bout de 3 semaines, bon, c'est pas nécessairement 3 semaines, hein, c'est un indicateur. 3 semaines, on peut attendre 4 semaines, un mois, un peu plus. Parfois, ça peut aller un peu plus vite. Euh, on peut se dire que bon, voilà, les choses sont jouées, je n'ai pas de retour. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous abandonnez et puis vous laissez les choses courir, soit vous essayez de comprendre. Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez recontacter la structure et lui demander ce qui n'a pas fonctionné, comment les choses auraient pu être présentées différemment. Vous pouvez aussi vous demander
si c'est dans le cas d'une offre à laquelle vous avez répondu, si vous prenez cette offre, vous reprenez vos documents, votre petite candidature, et vous essayez de les confronter en vous demandant si effectivement vous avez bien répondu aux attentes ou s'il y a effectivement une logique pour laquelle vous n'avez pas de réponse. Vous pouvez également avoir un retour, et dans ce cas-là, deux possibilités, il est négatif. Donc là, c'est jamais une bonne situation, mais vous pouvez essayer de la positiver, à nouveau en essayant de comprendre pourquoi vous n'avez pas eu une réponse positive. Si vous avez une adresse email, un numéro de téléphone, un nom, vous pouvez, de manière raisonnable, de manière pondérée, essayer de recontacter la structure, l'organisation que vous avez sollicitée, et essayer de demander comment vous pouvez améliorer une prochaine candidature, qu'est-ce qui a péché dans votre candidature. Et cela peut aussi bien montrer votre intérêt à la fois pour le poste, à nouveau, pour la structure en elle-même et pour le secteur. Mais vous pouvez également avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire une réponse positive, c'est-à-dire que vous êtes déjà passé par une analyse de votre candidature, une analyse où on aura essayé d'identifier l'adéquation entre vos compétences, vos motivations telles que vous les avez exposées dans vos outils de candidature. Et cela peut déboucher donc sur un entretien téléphonique ou un pré-entretien téléphonique où on va déjà essayer de vous connaître un tant soit peu, notamment peut évaluer votre niveau d'anglais en termes de premier test. On peut vous conduire vers d'autres entretiens plus conséquents qui peuvent être matérialisés par des tests oraux, des tests écrits de différentes natures. Euh, on peut avoir différents types d'entretiens, des entretiens avec des professionnels du recrutement, des ressources humaines. Vous pouvez avoir des entretiens techniques, des entretiens avec des personnes qui se situent sur les zones d'intervention. En premier volet d'entretien, en deuxième volet d'entretien, en troisième étape. Et vous pouvez avoir des tests donc écrits, comme je l'évoquais. Ces tests écrits, en fait, vous pouvez vous retrouver seul. Alors, je peux vous parler actuellement de ce que constatent les recruteurs, c'est que certains peuvent être tentés d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de répondre aux questions qui leur sont posées. Certains peuvent essayer d'avoir de l'aide d'un ami qui est déjà impliqué dans le secteur. Alors, ceci se discerne souvent assez facilement. Ceci peut être aussi contré par des approches spécifiques que peuvent développer les recruteurs. Bon, vous pouvez imaginer que ce genre d'approche d'un candidat n'est jamais très apprécié par le recruteur. Donc, à l'issue de ces entretiens, de ces tests, vous pouvez avoir une réponse négative. Et dans ce cas-là, vous retrouvez dans la situation où vous pouvez à nouveau essayer de positiver cette situation, essayer de comprendre en posant des questions, en demandant pourquoi vous n'avez pas réussi à convaincre. Vous pouvez vous le demander également, vous pouvez faire une introspection, vous pouvez aussi poser la question directement, demander surtout comment améliorer votre approche, comment une prochaine candidature peut être améliorée, comment vous pouvez mettre un peu plus en valeur votre parcours, votre approche. Et prenez toujours les choses positivement en vous disant que ce n'est peut-être qu'un entraînement pour un prochain entretien, pour essayer de convaincre et de rassurer un peu plus les prochaines fois. Vous pouvez aussi avoir une très bonne situation, une situation dans laquelle vous êtes validé. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous rentrez dans un vivier en attente d'une proposition de mission particulière
de poste particulier, ou alors on vous attribue déjà le poste sur lequel vous avez candidaté, et les choses vont s'entraîner, vont s'enchaîner avec, selon les structures pour lesquelles avec lesquelles vous allez collaborer, des préparations avant le départ, avant la mission, parce que cette mission peut très bien se dérouler en France ou dans le pays dans lequel vous êtes. Voilà, en fonction des structures, la préparation sera plus ou moins courte, basée sur telle ou telle thématique, plus ou moins renforcée. Et si nous passons à la slide suivante, nous allons parler de l'entretien tel qu'on peut le percevoir. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est avant tout une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui doivent, dans un temps très très court finalement, se découvrir, s'échanger des messages, se dévoiler aussi. Euh, c'est une transmission d'informations. C'est c'est la rencontre aussi de personnes qui ne sont pas parfaites, qui ont leur vécu, qui ont leur façon de s'exprimer et qui vont devoir essayer de se comprendre. Alors, pour le recruteur, il y a des enjeux et il n'y a pas que des enjeux de votre côté. Le recruteur, lui, va essayer d'abord de s'assurer que ce que vous avez transmis correspond à la réalité. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner le conseil d'être sincère. Ça me paraît évident, surtout que pour l'avenir, en fait, très rapidement, on découvrira qui vous êtes réellement. Euh, le recruteur va essayer de s'assurer des compétences, de l'adéquation des compétences du candidat avec le poste. C'est une nécessité pour le recruteur. C'est un enjeu pour lui, en fait, de mettre en face des besoins d'une équipe, d'un projet, euh, une personne qui soit en mesure d'apporter justement une réponse à ses besoins, à ses compétences pour pouvoir remplir des responsabilités particulières. Donc, le recruteur va vous tester, va tester différents aspects de votre personnalité, va essayer de définir correctement votre motivation aussi. Imaginez, le recruteur ne veut pas se tromper sur la personne qu'il va recruter, sur les réelles motivations. Il y a des enjeux sur le court terme. Encore une fois, ce que je disais, c'est pouvoir mettre en relation une personne et des besoins de terrain, mais également, ou de siège, mais également lancer quelqu'un dans un secteur, si c'est une première expérience dans le secteur, et il y a, comment dire, une espèce d'investissement qui est sous-jacent. Et donc se tromper a des conséquences à la fois pour une structure, pour une mission, pour un projet, mais aussi pour la personne qu'on va recruter. Voilà, c'est à double sens. Donc, ouais, on a besoin de se comprendre, de se connaître et de vérifier la cohérence et la solidité d'un projet professionnel que vous êtes donné. Les enjeux qui sont les vôtres. Alors, bien sûr, on est d'accord. C'est vous qui avez peut-être qui vous retrouvez dans la situation où vous avez moins le choix. Néanmoins, vous avez quand même beaucoup de choses à vérifier, des choses auxquelles vous devez, des questions auxquelles vous devez répondre. Euh, D'abord, vous devez effectivement prouver que vous êtes la personne qui correspond au poste, qui va pouvoir s'intégrer dans l'association, qui est effectivement bien fait pour le domaine de l'humanitaire. Donc, vous allez mettre en valeur vos compétences, celles que vous avez décrites dans vos CV et dans vos lettres de motivation. Vous allez vous appuyer sur ces documents-là, bien sûr. Vous allez encore une fois essayer de montrer que qui vous êtes, vos compétences répondent aux attentes du poste. Vous allez vous-même essayer de confirmer que le poste vous correspond. Euh,
que vous allez aussi être en capacité de vous épanouir dans le secteur, dans la structure, dans ce poste. Donc, vous allez chercher à mieux connaître l'environnement de travail, l'organisation et ce qu'elle est. Vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé quant à ce que vous avez pu lire par ailleurs sur son site internet et comprendre aussi ce qu'elle peut vous offrir. Nous allons voir ça un peu plus en détail. Donc, vous allez, avoir des cibles à travailler. Alors, ces cibles, en fait, c'est quoi? C'est des thèmes, ce sont des méthodes, des comportements, en fait, que vous allez devoir préparer, que vous allez devoir travailler pour l'entretien qui vous attend. Vous allez devoir parler de vos compétences et vos expériences professionnelles. Donc, il faut les connaître, il faut revoir ce que vous avez transmis à ce recruteur. Donc, reprenez votre CV, reprenez votre lettre de motivation, identifiez éventuellement les coquilles que vous avez pu laisser traîner, il y en a toujours. Euh, Vérifiez bien que les compétences techniques que vous avez évoquées sont bien en lien avec l'annonce à laquelle vous avez répondu. Vérifiez aussi que vous avez évoqué vos compétences interpersonnelles. Reprenez à nouveau ce que vous avez évoqué pour, euh, pour ne pas parler d'autre chose. Exprimez clairement votre motivation. Donc, ceci, vous devez effectivement le préparer. Vous devez le mettre en lien avec le secteur de l'humanitaire, avec le poste auquel vous avez postulé ou celui que vous ciblez par candidature spontanée. Vous devez aussi faire en sorte que votre motivation corresponde bien à ce que fait l'organisation, là où vous avez postulé. Vous devez mettre en adéquation aussi votre motivation par rapport au contexte. Si vous ciblez spécifiquement une zone géographique, un pays en particulier, une problématique en particulier, et surtout si vous ciblez un projet, prenons un exemple, celui d'une réponse à une crise agricole, à une crise d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Voilà, préparez-vous, identifiez bien justement ces thèmes, ceux que vous allez devoir travailler pour être prêt lors de l'entretien. Cela vous permettra de structurer un discours et surtout d'être cohérent. Et cette cohérence, elle débute dès l'envoi de votre CV et de votre lettre de motivation. Euh, Cette cohérence, donc, elle doit mettre en valeur votre parcours et votre projet. Et pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser une règle des 4 C. Non, il y en a plein des règles de 4 C, mais dans le cadre du recrutement, on entend les 4 C comme étant la clarté, la cohérence, la concision et le ciblage, c'est-à-dire être spécifique, encore une fois, au poste, aux responsabilités attendues et à la structure à laquelle vous postulez. Voilà. Lorsqu'on a préparé la présentation avec Franck, on s'est dit que ça pouvait aussi être utile pour vous d'avoir quelques pistes pour les cas de figure où lorsque vous entrez en entretien d'embauche, vous vous retrouvez face à plusieurs interlocuteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne en face de vous, vous allez en avoir deux dans le meilleur des cas, voire 3 ou 4. Dans les secteurs associatifs, c'est pas inhabituel que certains membres de la gouvernance, donc des bénévoles, membres du bureau, membres du conseil d'administration particulièrement impliqués sur la structure,
fasse partie des personnes mobilisées pour les entretiens d'embauche. Et en fonction de la transversalité du poste pour lequel vous candidatez, vous risquez d'avoir en face de vous les différentes personnes avec lesquelles vous allez le plus interagir. Quand vous avez plusieurs interlocuteurs, d'abord au niveau du contact visuel, n'hésitez pas à faire des contacts visuels avec chaque personne. Quand la structure est bien organisée, au début de l'entretien d'embauche, ils vont vous dire un tel va vous poser des questions sur tel sujet, un tel va vous passer des questions sur tel autre sujet. Et comme ça vous permet de cibler aussi qui est qui et quelles sont les attentes. Donc ça vous permet d'orienter votre posture corporelle, votre visage, vos contacts visuels au moment où vous adressez à l'un ou à l'autre. Aussi, ne perdez pas de vue que sur ces différentes personnes qui sont en face de vous, probablement celle qui vous a renvoyé l'email pour vous dire vous êtes retenu pour un entretien a lu votre CV, mais peut-être que parmi les autres, il y en a qui n'ont que parcouru brièvement, et par brièvement j'entends 40 secondes à tout casser, votre CV, qui n'ont probablement lu que les 3 premières lignes de votre lettre de motivation, si tout va bien, mais très probablement des personnes qui vous découvrent complètement au moment de l'entretien. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important de le garder en tête? Parce que quand on vous pose une question, votre premier instinct, ça va être de compléter à l'oral, lors de l'entretien, ce qui est déjà dans le CV et dans la lettre de motivation. Et donc de présupposer que votre interlocuteur a déjà ces informations. Or, il est plus que probable qu'il faille reprendre, quitte à répéter ce qui est déjà dans le CV. Vous n'hésitez pas, vous comme c'est mentionné dans mon CV, j'ai eu l'occasion de faire ceci, de renforcer mes compétences sur cela. Comme j'ai pu l'exprimer dans ma lettre de motivation, j'ai un fort attrait pour telle thématique, j'ai eu l'occasion de côtoyer tel et tel type de population. Rappelez ce qui est dans le CV. Brièvement, sans tourner autour du pot, vous rappelez que la question qu'on vous pose, une partie de la réponse est déjà dans le CV. Et ensuite, vous complétez en illustrant avec des cas de figure, ce qu'on appelle les réalisations probantes. Et je pense que ces réalisations probantes, c'est ce qui vous attend sur la slide suivante. Voilà. Voilà, Et je repasse la parole à Franck. très bien. Merci d'avoir précisé justement cette éventualité d'avoir plusieurs interlocuteurs. Ça peut être effectivement déstabilisant. Donc, effectivement, c'est évident que si vous avez préparé un peu plus encore que par votre CV, votre lettre de motivation, cet entretien, vous serez moins déstabilisé. Il faut savoir que parfois même, les interlocuteurs peuvent se donner un rôle pour vous tester vos limites. Ceci, nous en reparlerons. J'ai évoqué la cohérence dans la règle des 4 C, clarté, cohérence, concision, ciblage. Je reviens sur la concision. Je vais citer le grand philosophe Blaise Pascal, XVIIe siècle, qui écrivait à un ami en lui disant je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte. Entre l'envoi d'un CV, d'une candidature et un entretien, vous avez le temps de préparer, le temps d'être concis. Ceci, on va en rediscuter. Donc la cohérence en fait, elle est essentielle, et elle se travaille, elle se prépare. Vous allez devoir parler de vous-même professionnellement. Alors, je veux insister sur le fait que c'est pas uniquement professionnel, c'est aussi humainement et d'un point de vue associatif. Euh, Votre parcours de vie, en fait, global, qui inclut votre parcours professionnel, à partir de cela, vous devez essayer de construire une histoire, trouver un fil directeur. On dit souvent un fil rouge. Moi, j'ai envie de l'appeler un filet d'eau, d'où l'image
initiale d'un verre d'eau qui se remplit. Votre vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, associative, elle s'est remplie et ce filet d'eau continue toujours à se créer. À vous de définir quel a été en fait ce filet d'eau. Qu'est-ce qui a été en fait un dénominateur commun et essayer de préparer en fait la possibilité de raconter une histoire avec peut-être une sinuosité, mais en même temps une direction majeure. Et je propose qu'on passe à la diapositive suivante. Pardon, peut-être revenons un peu en arrière. Voilà. Euh, En gros, oui, effectivement, essayer de structurer en fait pas que le patrimoine professionnel, encore une fois, l'ensemble de votre vie, l'ensemble des éléments qui ont fait votre vie, car en fait, vous n'aurez pas à évoquer que votre vie professionnelle, vos compétences professionnelles, le savoir-être. C'est souvent quelque chose qu'on met en œuvre dans la vie de tous les jours, enfin, et parfois différemment entre ce que l'on vit au travail et ce que l'on vit chez soi ou dans un club de sport, dans un club ou une structure associative d'aide à des personnes en difficulté. Euh, la cohérence, alors, elle va vous aider justement dans l'ensemble de votre entretien. Et surtout pour répondre à la question, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Cette question, elle est souvent, et vous l'avez certainement vécu ou vous le vivrez si vous n'avez pas d'expérience d'entretien professionnel, dans n'importe quel secteur. Donc, il faut savoir se préparer et savoir que cette question arrivera à un moment ou à un autre. Et si elle n'arrive pas, vous aurez à vous présenter et de manière restreinte dans le temps. On dit souvent qu'on a 3 minutes, bon, c'est souvent un peu plus, ou 5 minutes, en fonction de la durée totale d'un entretien. Vous aurez un temps réduit en tout cas pour pouvoir faire cette présentation de manière cohérente de votre parcours, de votre projet professionnel également. Pour cela, en fait, misez sur un lien continu qui vous caractérise en parlant notamment de ce que vous avez fait, de vos résultats, de ce que vous avez pu développer et qui vous a emmené à candidater pour un poste, pour la structure, pour un contexte. Et n'hésitez pas à essayer dans la construction de cette histoire, d'envisager aussi l'avenir si vous avez des perspectives qui vous viennent à l'esprit. Pensez que vos expériences passées vous emmènent vers l'avenir. Et pour cela, vous devez vous exercer. Et s'exercer, encore une fois, c'est à la base de tout, c'est ce que vous avez déjà envoyé pour conserver une cohérence dans ce que vous allez dire. Dérouler le fil rouge ou le filet d'eau qui est celui de votre vie. Cela se passera par l'évocation de thématiques, de sujets qui reviennent, qui font votre parcours professionnel ou personnel à nouveau. Définissez votre posture, celle qui est la vôtre, dans les différentes situations de votre vie. Est-ce que vous prenez parti pour les personnes qui sont en difficulté? Est-ce que vous venez en aide à vos collègues? Est-ce que à ceux qui vous entourent? Est-ce que vous êtes plus à cheval sur ce qui est les procédures? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous caractérise? Encore une fois, quel est votre dénominateur commun dans toutes vos expériences, quelles qu'elles soient? Euh, Posez-vous la question également de ce qui vous amène à postuler et à changer en fait d'orientation, si c'est un changement de secteur. Qu'est-ce qui vous a euh, questionné dans votre vie? Quel est votre projet futur? Essayez surtout d'amener les choses de manière positive. On évoque souvent le Covid-19 ou des événements de la vie qui peuvent
vous amener à vous dire, bon, moi, je ne peux pas rester, je m'ennuie, Essayez de positiver en fait ces choses-là en évoquant plutôt une volonté de donner du sens à ce que vous faites, plutôt que de dire que vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous menez. Ce qui peut être le cas néanmoins. Euh, Posez-vous la question également de quand vous avez pu vous approcher le plus de ce que représente l'humanitaire pour vous, de ce qu'est l'humanitaire pour vous, ses objectifs, de quand vous avez pu être dans des attitudes solidaires, d'humanité, et ça vous aidera justement à construire ce filet d'eau qui a alimenté votre vie professionnelle, personnelle. Vous pouvez aussi vous préparer à certaines questions qui sont classiques et qui ont de fortes chances de vous être posées. Tout d'abord, quel est votre projet? Comment vous imaginez votre avenir à 5, à 10 ans? Vous pouvez également ne pas avoir d'idée précise et vous pouvez le dire, mais vous pouvez quand même, vous devez préparer cette question car elle viendra. Beauté en touche n'est pas toujours la meilleure solution pour aucune des questions que nous allons voir. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir construit quand même, même si ça ne représentera pas effectivement votre avenir, évoquer en tout cas les possibilités qui peuvent être les vôtres. Vos expériences et vos compétences. Nous avons déjà évoqué les curriculum vitae et les lettres de motivation que vous avez envoyées. Reprenez-les. Demandez-vous si vous n'avez pas oublié certaines expériences de votre vie qui peuvent renforcer encore une fois l'adéquation de votre candidature avec le contenu d'un poste. Sachez donner des exemples aussi de réussite, mais aussi d'échecs que vous avez pu connaître dans vos expériences et dans vos compétences. Comment vous avez construit ces compétences? Comment vous avez construit ces expériences? On va souvent vous demander vos expériences de gestion d'équipe, ou que ce soit en tant que manager ou en tant que manager. Là encore, vous pouvez évoquer des situations difficiles, vous pouvez au moins vous préparer à l'évocation de ces moments. On peut très bien vous demander de citer des exemples de situations conflictuelles que vous avez vécues et surtout savoir comment, si vous étiez impliqué, comment vous vous en êtes sorti. Cela peut être des moments difficiles dans un entretien. On peut vous déstabiliser par ce biais, notamment si vous avez vécu ces moments difficiles. Donc, autant préparer ces aspects de l'entretien qui peuvent vous déstabiliser. On peut vous poser d'autres questions, notamment sur vos valeurs euh, personnelles et notamment celles qui peuvent être en lien avec les valeurs de l'association que vous rencontrez. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être le respect de la dignité de la personne. À vous de voir, mais préparez-vous à nouveau à pouvoir répondre à ce genre de questions. Vous allez être aussi sollicité sur vos limites et vos atouts. Alors, il y a différentes façons de répondre. On peut vous demander jusqu'à vos 5 qualités, vos 5 défauts. Là encore, 5, c'est peut-être beaucoup, mais préparez-vous. Si vous ne savez pas comment vous-même répondre à ces questions, vous pouvez très bien demander à votre entourage. Souvent, les gens de votre famille peuvent vous dire, ah oui, tu es un peu comme ci, tu es un peu comme ça, euh, d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif. Alors, sachez faire la part des choses. Sachez justement pouvoir annoncer justement ce qu'on vous a dit et pouvoir mettre des bémols à tout ça. Faites attention de ne pas donner comme défaut enfin une qualité voilà, en disant je suis trop gentil, je suis trop à l'écoute. Ceci n'est pas un défaut et donc ceci ne peut pas être comptabilisé comme tel.
Vous pouvez aussi, cette thématique de questions à tout et limite, on peut vous demander pour quelles raisons on ne vous embaucherait pas. Et là, ça, c'est une question très euh, difficile parce qu'on doit à la fois trouver une réponse qui ne soit pas rédhibitoire et qui ne vous disqualifie pas, et en même temps être sincère et pouvoir donc rebondir sur la question en disant oui, mais voilà, je connais ces limites et je sais comment les travailler. Donc voilà, à nouveau, il faut préparer ces questions-là. Les questions liées à votre motivation, elles viendront nécessairement car on veut savoir pourquoi vous voulez intégrer ce secteur, surtout si vous n'avez pas d'expérience dans ce secteur ou si votre secteur d'origine est relativement éloigné. À nouveau, vous pouvez évoquer le besoin de mettre du sens, de la valeur dans ce que vous faites. Euh, Demandez-vous aussi ce que vous-même vous attendez de cet emploi et de ce secteur. La gestion du stress viendra nécessairement parce que les emplois, les postes que vous pouvez avoir dans le secteur de l'humanitaire vont vous amener nécessairement parfois dans vos derniers retranchements. Pas nécessairement, mais quand même ces postes vont vous conduire dans certaines limites et qui vont générer du stress. Du stress à différents niveaux, que ce soit du stress lié à des situations, à des collègues, du nouveau, du vécu nouveau, à des contextes, à de la chaleur, du froid, à des situations de conflit, à des situations totalement inattendues. Du stress lié aussi à physique, lié à l'alimentation nouvelle à laquelle vous allez être soumis. Euh, Posez-vous des questions. Comment vous réagissez en général quand vous êtes sujet à ces sources de stress? Comment vous y répondez? Montrez en tout cas que vous vous connaissez jusqu'à un certain point et montrez vos points de repère, comment vous vous régulez quand vous êtes en situation de stress. Préparez-vous aussi à la question relative à l'organisation elle-même, à la structure. Comment vous l'avez connue? Vous pouvez très bien l'avoir connue en cherchant sur les plateformes d'ONG, notamment Coordination Sud. Posez-vous la question, sachez justement si vous avez bien trouvé cette ONG par le biais de leur site. Et si c'est le cas, connaissez le site un minimum. Si vous dites cela, en tout cas, démontrez quand même que vous connaissez à peu près la structure. Vous pouvez aussi avoir connu la structure parce que vous connaissez des personnes qui y travaillent. Donc n'hésitez pas à le dire et dites ce que vous avez compris en fait de ce travail, cette connaissance, de cet ami éventuellement. Euh, Sachez aussi montrer en fait que vous avez une notion de l'identité de cette structure, ses valeurs, ses principes et son mandat. Ne vous trompez pas, si vous allez voir une ONG qui est très spécialisée dans la santé, n'allez pas évoquer des projets qui leur sont complètement étrangers, notamment en agriculture. On va sûrement vous poser des questions concernant votre façon de travailler en équipe. Comment vous vous définissez, quel collaborateur vous êtes, comment vous êtes à l'écoute, comment vous travaillez individuellement, de manière indépendante, en autonomie, mais aussi donc en groupe. Vous allez avoir des questions. Préparez-vous aussi à poser ces questions. Ça fait le lien avec la connaissance de l'organisation. Vous devrez, entre l'envoi du CV, de votre candidature, vous devrez peut-être approfondir un peu plus votre connaissance de la structure, de la relecture de votre offre initiale, si c'est une offre, en tout cas de la connaissance du site aussi, de la structure. Euh, Mieux vous connaîtrez le produit, entre guillemets, et plus vous serez à l'aise pour en parler.
et pour montrer l'adéquation de votre candidature avec l'offre, avec la structure. Pensez bien une chose, dans toutes les questions que vous aurez, le recrutement, ce n'est pas un jugement. Donc, soyez vous-même aussi. Ce n'est pas non plus la vente de soi. Néanmoins, il faut vous mettre en valeur. Ce n'est pas non plus une négociation et ce n'est pas non plus euh, une discussion entre amis. Vous devez avoir une attitude professionnelle, humaine. Gardez ça à l'esprit. Et bien entendu, euh, à nouveau, le premier conseil est de se préparer. Alors, comment se préparer? Avant tout, vous pouvez reprendre l'ensemble des thématiques évoquées précédemment. Essayez d'y répondre par écrit. Euh, Essayez notamment de répondre aux questions, aux sujets qui vous posent le plus de problèmes, notamment si vous avez à nouveau connu des situations difficiles dans votre parcours professionnel. Comment vous analysez avec le recul cette situation et comment vous pouvez montrer que vous pouvez regretter ou vous pouvez imaginer faire les choses différemment. Euh, Vous devez préparer un ensemble de réponses, encore une fois, qui soient cohérents et vous devez vraiment approfondir ces questions et ces thèmes pour vous sentir le plus près possible, le plus à l'aise possible au moment de l'entretien. Mieux vous serez préparé et plus vous serez à l'aise. Vous pouvez très bien aussi omettre beaucoup de sujets, de réponses auxquels vous serez préparé. Il n'est pas question de balayer l'ensemble de ce que vous aurez préparé. Vous ne pourrez pas. Le temps sera limité, vous le savez, et vous devrez faire avec. L'important, c'est encore une fois d'avoir cette cohérence et d'être dans l'échange. Et nous pouvons passer à la diapositive suivante. Et bien sûr, tout cela va générer du stress parce qu'il y a de l'enjeu. Je vous ai parlé de l'enjeu qu'il y a au niveau du recruteur et de la structure et du secteur. Le stress, le stress lié à l'enjeu de votre côté est important car vous pouvez avoir des besoins de vous intégrer dans ce secteur. Vous pouvez avoir le besoin de répondre à un besoin de nouveauté, beaucoup d'enjeux. Vous pouvez avoir des besoins de reconnaissance. Euh, je vous le disais, restez professionnel. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une vente de soi. C'est avant tout convaincre et rassurer, mais aussi être convaincu et rassuré. Pondérez vos propos, restez raisonnable. Hmm. Pensez surtout pour gérer ce stress que le verre de votre vie est à moitié plein, que vous cherchez à le remplir en alimentant toujours avec le fil conducteur, ce filet d'eau qui vous a rempli la métaphore, c'est bien votre verre plus qu'à moitié plein ou au moins à moitié plein, que vous souhaitez encore combler, remplir par de l'expérience et de la vie humanitaire. Et surtout, soyez vous-même dans ce cas-là, sans exacerbation, sans tenter d'en faire trop et plus que ce que vous n'êtes. D'autres conseils, essayez toujours d'illustrer vos propos par des exemples de votre vie, des exemples de votre parcours professionnel, des choses concrètes, des choses, voilà, encore une fois, qui ont du sens. Soyez curieux aussi. Nous avons parlé des questions à préparer. Ces questions, en fait, elles doivent être aussi, encore une fois,
pondérez. N'essayez pas ou ne mettez pas vos interlocuteurs en difficulté. Par exemple, si vous posez des questions relatives à des aspects techniques, sachez comprendre qui vous avez en face de vous. Si vous avez un recruteur, un chargé de recrutement de base qui n'a pas de notion nécessairement technique, en eau, en hygiène, assainissement, ne lui posez pas des questions liées au calibre des pompes utilisées sur tel ou tel projet, les générateurs que le logisticien met en œuvre dans la réponse humanitaire. Voilà, faites attention à cela, adaptez-vous à votre interlocuteur, mais n'hésitez pas à poser des questions. À nouveau, parler de ce qui vous anime, de ce qui vous motive et surtout, voilà, ce qui a fait le fil conducteur de votre vie, votre histoire qui vous a amené jusqu'à l'humanitaire, jusqu'à ce secteur. Mettez à nouveau en avant tout ce qui est votre vécu dans différents pays, votre engouement pour ce qui est interculturel, vos compétences en termes de supervision, de management, mais aussi de formation, d'éducation. Et vos engagements associatifs seront toujours une valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas à en parler, c'est toujours appréciable. Et ces engagements associatifs peuvent être très bien dans un club de philatélie. Si vous êtes occupé de jeunes, de plus jeunes que vous les avez accueillis, encadrés, vous les avez nourris d'une passion. Ceci est tout à fait valorisable et n'hésitez pas à en parler. Je pense que nous pouvons passer à présent à la session des questions. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si je peux, une dernière chose, je vais citer un autre philosophe, un autre grand philosophe, Bruce Lee. Be water, my friend, soyez à l'aise et laissez couler le fil d'eau de votre vie. Merci Franck. On va effectivement passer aux questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez les écrire dans le chat, dans la partie conversation, si vous êtes plus à l'aise pour les mettre dans la conversation. Et sinon, vous pouvez en théorie lever la main. Voilà, Hélène Lafont. Hop. Alors, par contre, j'ai juste affichage. J'ai juste un souci d'affichage qui fait que. Voilà. Alors, Hélène, je vais ouvrir. Votre micro est ouvert. Vous pouvez parler, Hélène. Oui, bonjour. 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 Bonjour Franck. Je suis passée d'ailleurs à Bioforce c'était en février. Donc pour visiter l'école, c'était très intéressant. J'ai une question un peu spécifique. J'avais rencontré d'ailleurs là-bas des personnes en ressources humaines, dont une professeure et une ancienne élève. Et suite à ça, c'est vrai que je suis un peu plus confuse parce que j'ai eu des interlocuteurs et je me demandais quant aux formations en ressources humaines et puis pour les recrutements, quelles étaient les attentes au niveau de la loi, si on a étudié, si on a fait par exemple des études dans un autre pays, quelles sont les formations qui peuvent être reconnues. Donc moi, par exemple, c'est en droit français. Et comment mettre en valeur ces compétences-là lors d'un entretien en humanitaire. D'accord. Tu viendras n'hésite pas en tout cas à appuyer sur ma réponse, Laetitia. Avant tout, dans un entretien, et ça je peux vous le dire parce que nous avons eu des discussions il y a une dizaine de jours avec un certain nombre d'acteurs humanitaires. À Bioforce, on a chaque année, au mois de mars, un forum des acteurs humanitaires et nous en profitons pour faire un atelier de réflexion avec les acteurs et notamment les acteurs, les représentants des ressources humaines. Ce qui sera de toute façon
une clé majeure d'un recrutement, ce sera le savoir-être et ce sera ce qu'est la personne avant de tenir compte de tout son parcours. Le parcours, bien sûr, de formation, les expériences professionnelles sont importantes, mais ce qui aura plus de valeur, c'est ce qui vous êtes et comment vous voulez, enfin, ce que vous voulez faire de votre vie. Ça, c'est un premier point. Si vous vous intéressez particulièrement aux aspects ressources humaines, et si j'ai bien saisi votre question, selon votre parcours, s'il est dans ce qui est plutôt dans le domaine du droit, votre connaissance justement, même français, de droit français, de de la législation est une valeur non négligeable et qui vous permet justement de pouvoir aussi vous adapter à d'autres législations dans d'autres pays. Et ça vous permet notamment de pouvoir aider vos collègues à gérer la gestion, à gérer les ressources humaines, à définir des limites, des procédures et pouvoir cadrer justement tout ce qui est gestion des ressources humaines. Je ne sais pas si je réponds suffisamment à votre question. Laetitia, tu veux rajouter? Alors, mon intention était d'être beaucoup plus générique, c'est-à-dire que d'abord, il y a un certain nombre de pays, en particulier des pays d'Afrique francophone, pour lesquels le droit local est ni plus ni moins une photocopie du droit français, raison pour laquelle un grand nombre d'étudiants issus de ces pays, par le biais de Campus France, viennent faire ou compléter leurs études dans nos universités françaises pour ensuite repartir dans leur pays, pour avoir eu eux aussi une expérience internationale en dehors de leur pays avant de rentrer chez eux. Donc, je ne pense pas que le fait d'être diplômé en droit français soit un frein pour l'application du droit d'autres pays. Et de toute façon, une fois en poste, on est toujours entouré d'équipes locales qui contribuent à prendre en main les éléments complémentaires. D'accord. Oui, Voilà. je suis rassurée. J'ai juste une autre toute petite question, à savoir, comme vous avez mis à un moment donné dans un de vos slides, voir la conférence sur les compétences. Moi, je n'y ai pas participé. Est-ce que ce serait possible de recevoir un résumé, par exemple? Elle est en ligne sur la chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale. Elle est aussi plébiscitée sur les posts du mois de février, début mars, de la Cité de la Solidarité Internationale sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, selon votre canal de prédilection. Vous pouvez, dans l'historique des posts aussi, accéder facilement aux liens qui mènent au replay. D'accord, Voilà. merci. Et cette conférence d'aujourd'hui sera aussi en replay dans le courant des 3-4 prochaines semaines. Alors, Traoré. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai vécu une situation que je voudrais vous exposer pour mieux comprendre la conduite à tenir. Vous m'entendez? Oui, on vous allez-y. écoute. Ok. J'avais déposé mes dossiers pour une ONG dans laquelle j'avais déjà travaillé. Donc, quand j'ai déposé le dossier, vu mon CV, bon, le recruteur, en tout cas, bon, le responsable RH m'a appelé que, vu mon CV, lui voudrait me recruter directement, sans faire les tests écrits ni les tests d'entretien. Que j'allais faire juste un entretien de formalité pour venir prendre le poste. Et il m'avait dit qu'il allait me donner le contact de ses collègues dans la capitale pour que je puisse aller le voir et puis poser des questions allant dans ce sens. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai attendu quelques jours, 2 semaines, il n'y avait pas de nouvelles. Je l'ai appelé. Il a dit que
Entre coordinateur sûrement technique et puis le RH, ils ont convenu que ça sera les 3 phases du recrutement, c'est-à-dire la présélection, le test écrit et puis l'entretien. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il avait dit que ça allait être dans les 3-4 semaines. J'ai attendu 1 mois après, rien. Maintenant, comme j'ai déjà travaillé dans l'ONG, j'avais encore des amis qui étaient là-bas. Donc, je les ai fait signe pour savoir si le test a eu lieu. C'est là et ils m'ont dit maintenant que le test a eu lieu et que les gens ont été recrutés et qu'ils ont déjà même commencé à travailler. Bon, Donc, moi, d'accord. j'étais étonné de cet état de fait-là. Je ne sais pas, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je peux les revenir, je peux les écrire par mail ou bien comment ça se passe? Alors, vous connaissez mieux que nous, très probablement, la structure avec laquelle vous travaillez et vous connaissez les personnes. Donc, je pense que là, c'est à vous de voir comment vous pouvez agir tout en ne vous mettant pas en situation délicate. Néanmoins, on peut vous expliquer, en fait, souvent, pour des raisons de simplicité, on a envie de recruter un collaborateur que l'on connaît pour un poste en interne, essayer de faire monter quelqu'un en compétence. Comment dire, la mobilité interne, c'est quelque chose qui est très forte de nos jours dans la plupart des structures humanitaires. Néanmoins, il y a des contraintes, et celles des bailleurs de fonds, qui demandent justement qu'il y ait des processus de recrutement transparents. Ceci parfois peut être contradictoire avec cette volonté de mobilité interne. Et ces processus de recrutement nécessitent de passer par toutes les phases justement que vous avez évoquées. Et vos supérieurs hiérarchiques ou les personnes en charge de recrutement n'ont pas le choix. Notamment, voilà, on peut très bien voir ce cas de figure quand on a des projets avec la Banque mondiale, mais avec d'autres bailleurs de fonds, d'autres supports financiers. Une nécessité de démontrer en fait qu'il n'y ait pas de, comment dire, d'approche biaisée dans un recrutement. Ceci, il faut s'y préparer et accepter justement ces règles qui sont imposées à tous. Néanmoins, je répète, la mobilité en interne quand vous êtes déjà dans une organisation, l'organisation va essayer de bénéficier comment dire, de la connaissance de la culture de l'association, des outils, des procédures de tous les employés qui sont déjà en place. On gagne énormément justement avec cette progression interne des collègues. Tu veux compléter, Laetitia? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je profite du fait que j'ai la parole pour lire quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, pouvez-vous recommander une formation, auto-formation de qualité pour la compétence transversale de l'anglais? Je vais y répondre directement et rapidement. Oui. Il y a un tas de cours en ligne de marques qui proposent des cours soit en présentiel, soit en ligne pour l'anglais. Ça s'est beaucoup démocratisé. Je vous laisse faire des recherches en fonction de votre pays d'origine pour savoir ce qui convient le mieux à votre agenda, à votre travail actuel, à votre rigueur personnelle pour se mettre à niveau. Après, l'idéal, c'est toujours évidemment d'aller faire un séjour dans un pays anglophone. Quand c'est pas possible, il y a des solutions. L'important, c'est même pas, j'ai envie de dire, même pas le niveau réel au moment de l'entretien d'embauche, c'est d'être capable de montrer qu'on a entamé un processus qui reflète la volonté de se mettre à l'anglais. Et d'avoir un peu les bases. Deuxième question, pourquoi bonsoir, merci pour cette belle présentation. J'ai eu la chance de... quels sont les profils les plus recherchés dans le secteur de l'humanitaire? Eh bien, c'est assez simple. À l'heure actuelle, il y a un vrai déficit
sur les ressources humaines et les finances. D'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, les organisations humanitaires ont vraiment scindé en fait un poste qui autrefois regroupait ces deux thématiques, les ressources humaines et la finance, sous l'appellation voilà, administratif, soit manager administratif, soit coordinateur administratif, soit voilà. Et désormais, en fait, on a un réel déficit sur le terrain, mais encore plus au niveau des, euh, des sièges des organisations. Et à tel point que ces organisations essayent de former, notamment en interne, par la voie de l'alternance. Et comme par hasard, ça va me permettre de parler d'une formation en alternance qui s'ouvre à Bioforce à partir de septembre. euh, Responsable de ressources humaines et financières. Cette formation sur un an, en fait, justement, est vraiment dédiée à la réponse aux besoins des organisations pour avoir justement ces compétences qui font défaut. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, le poste attire finalement peu depuis plusieurs années. Or, les besoins sont là, sont récurrents et il y a une vraie demande. Les postes en fundraising aussi, beaucoup. Absolument. Mhm. Grant management, proposal writer et fundraiser. Ouais. Donc, ça, c'est un peu les profils en ce moment. Autre question, non, c'est tout bon. On a couvert les questions écrites, donc je vais donner la parole à Aliou. Aliou, vous avez la Oui, parole. nous On ne vous vous entend écoutons. pas, votre micro est activé. Alors, il y a une autre Alors, question il y a écrite une autre qui question est écrite. arrivée. Je la lis. Est-ce possible de revenir un peu sur la partie qui concerne la question où vous voyez-vous dans 5 à 10 ans? Oui, alors voilà, encore une fois, il aura fallu travailler son fil conducteur, son filet d'eau, avoir bien fait son introspection. Je refais écho au Zoom métier généraliste numéro 2 sur les compétences requises dans l'humanitaire. En fait, ce travail d'analyse des compétences par l'intermédiaire des expériences va nécessairement vous amener à vous définir et à identifier ce qui vous aura le plus intéressé dans votre parcours, qui vous aura conduit vers le secteur de l'humanitaire. Et par ce biais, en fait, cela vous donnera des envies justement de mettre plus en valeur dans votre vie professionnelle, personnelle, ce pourquoi vous êtes le plus à l'aise. Et par définition, vous aurez une meilleure notion de comment vous vous voyez justement dans plusieurs années et où vous vous voyez. Notamment, on peut évoquer le fait quand vous répondez à une offre de logisticien sur le terrain, vous vous dites, voilà, je sais que j'ai envie d'être au contact avec les populations, je veux pouvoir mettre en œuvre ces compétences de logistique, c'est ça qui définit mon parcours et c'est ça qui me met le plus à l'aise. Voilà, je veux transmettre des choses, je veux pouvoir répondre à des besoins humanitaires saillants. Mais je sais que je ne pourrai pas faire ça toute ma vie parce que je vais aussi prendre de l'âge, je vais aussi vouloir transmettre d'une autre manière et je peux envisager notamment de passer à un moment à un niveau de coordination. Si vous reprenez en fait aussi le Zoom métier numéro 1, généraliste numéro 1, on a évoqué justement les différents métiers. On disait que la porte d'entrée pour le secteur de l'humanitaire, c'est souvent les métiers de terrain sur les bases, dans les zones géographiques d'intervention ou au niveau du siège.
mais qu'on avait moins de chances d'intégrer une capitale, pardon, là où on a justement la coordination, ou des postes en siège où on a des personnes aussi coordinatrices ou responsables générales, des postes de direction. Et vous pouvez très bien imaginer que après un parcours en siège en tant que, par exemple, stagiaire, en tant que gestionnaire de projet ou responsable de base ou responsable logistique dans une base sur le terrain, vous ayez envie à moyen terme et parfois à long terme, ou le besoin en fait d'évoluer sur des postes de coordination qui se trouvent à d'autres endroits et pour faire d'autres activités, un peu plus de liens avec d'autres ONG, d'autres structures, d'autres acteurs de l'humanitaire, avoir aussi d'autres responsabilités, comme par exemple plus d'analyse géopolitique. Si vous arrivez avec des compétences plus techniques, plus, euh, plus générales, parfois vous évoluez aussi dans votre parcours en apprenant justement beaucoup de choses liées à la géopolitique, au fonctionnement, à des mécanismes sociaux, politiques, administratifs, et vous avez parfois des envies de mettre en œuvre des nouvelles compétences que vous avez acquises dans votre parcours. J'espère avoir répondu à la question. Peut-être aussi pour compléter, cette question, elle est à recontextualiser parce que par les temps qui courent, on a aussi dans le secteur, et pas que dans le secteur, beaucoup de personnel qui restent pas longtemps dans les structures, qui picorent, qui font 2 ans par-ci, 2 ans par-là, et puis 2 ans là. Et cette question, derrière, elle peut venir interroger votre envie de vous sédentariser, de rester fidèle à l'ONG qui va vous embaucher, qui va investir dans votre formation continue, qui va s'investir émotionnellement aussi au travers de ses collaborateurs dans le lien interhumain. Et donc peut-être aussi que derrière cette question, il y a la peur de l'employeur de se dire je vais le recruter et dans 18 mois, il va partir bosser pour l'ONG d'en face parce qu'il y aura un nouveau poste différent qui va se présenter, etc. Et donc aussi peut-être, si c'est votre cas et si c'est la vérité, pouvoir exprimer votre envie de vous ancrer dans une structure avec laquelle vous vous sentez plus en phase que les précédentes ou plus en phase que là où vous êtes aujourd'hui et qui vous permettra de vous épanouir à l'intérieur et d'évoluer à l'intérieur de la structure tout en lui restant fidèle et loyal. Je Il y vais... a, il y a aussi de Oui, ça derrière la question. alors derrière la question, il y a aussi, vous êtes un humain, vous avez aussi peut-être la volonté de créer une famille si si vous ne l'avez pas déjà, et vous pouvez envisager dans 5 ou 10 ans d'avoir une famille, des enfants, et est-ce que vous pouvez vous projeter en tant qu'humanitaire? La réponse est bien sûr que oui, mais dans certaines conditions, et en fait, voilà, cette construction de votre vie qui va continuer, c'est bien d'en parler. Si vous pouvez, et après, vous pouvez simplement répondre à cette question aussi par une question. Enfin, en vous disant, voilà, ceci va aussi se définir au fur et à mesure. J'envisage effectivement de fonder une famille. Pour cela, voilà, il me faudra certaines conditions. Et voilà. De toute façon, encore une fois, pour ce genre de questions, la réponse doit être à la fois raisonnable et pondérée. Il y avait une question, Alors, si je peux me permettre, Aliou, concernant ah, les... Oui, attends, tu veux y aller, Laetitia? ouais, juste Aliou qui cherchait à prendre la parole tout à l'heure nous a Oui, d'accord. euh, envoyé sa question par écrit, donc je vais commencer par lui parce que du coup il est resté D'accord, très bien. avec le Oui, sifflet coupé. Donc, Aliou est en poste en tant que chargé d'accès humanitaire et sécurité au Mali.
La question est la suivante. Quel est l'accompagnement de Bioforce envers envers qui les sortent de l'Institut au sein des ONG partenaires? Et pourquoi les RH ne donnent pas de suite lors des recrutements? On peut peut-être répondre pourquoi les RH ne donnent pas de suite lors Oui, des complètement. recrutements, pour commencer. Et peut-être, Aliou, reformuler la question, parce qu'il Oui. doit y avoir une faute de frappe qui la rend non compréhensible pour nous. Pendant ce temps-là, on va répondre à la deuxième partie de la question. Ouais. Pourquoi pas de réponse? Eh bien, vous pouvez imaginer, le secteur humanitaire attire énormément de candidats. Il est très difficile, parfois, sur certains postes, de pouvoir gérer l'ensemble des demandes. Les recruteurs doivent faire des choix. Parfois, ça doit aller très vite. Parfois, votre CV, sur certains postes, ne vont être entre les mains des recruteurs que quelques minutes. Parfois, certains disent quelques secondes. J'espère que ce n'est pas la vérité. Imaginez en fait si vous recevez 1000 CV et ce n'est pas quelque chose d'impossible pour un poste. Raisonnablement, quand vous avez besoin d'une personne rapidement, parce que c'est souvent le cas sur le terrain, vous ne pouvez pas gérer 1000 CV. Vous ne pouvez pas les filtrer, les analyser. Donc, vous faites des choix, vous faites les choix sur des critères spécifiques. Et dans ces cas-là, on ne peut pas non plus répondre à tout le monde. C'est dommage, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si vous avez des solutions, en fait, tout le monde sera très content d'en bénéficier. Mais il peut y avoir aussi ben, des difficultés internes. Il faut toujours essayer de se mettre à la place de la personne qui va avoir votre CV. Est-ce que la personne a été en capacité de le lire, d'y voir justement l'intérêt d'une collaboration? Remettez-vous toujours aussi en question. Je ne dis pas que c'est nécessaire, mais cela permet parfois de comprendre pourquoi on n'a pas de réponse. Également, il faut savoir faire soi-même l'analyse d'un semi-échec ou voilà, de quelque chose qui ne fait pas plaisir. Essayez de comprendre, en tout cas. Alors, la question s'est éclaircie, c'était est-ce que Bioforce a un plan d'accompagnement des sortants de l'Institut, donc des diplômés? Mais tout à fait. Alors, J'imagine pour accompagner au premier poste, à la prise de ouais. poste, pour un réseau des alumni, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, une des dans le parcours que vous aurez généralement 4 blocs de compétences à valider et vous avez un 5e bloc de compétences dans lequel se trouve ce qu'on appelle les cours parcours et métiers, dont je suis responsable justement. Ces cours parcours et métiers sont en fait un accompagnement que vous avez sur le temps de votre présence en formation. On vous appuie justement sur les mêmes thématiques que nous avons vues lors des différents Zoom métiers généralistes, que ce soit sur la notion des acteurs humanitaires, sur la notion des métiers, sur les compétences qui permettent, sur la base des expériences, sur comment les identifier, les mettre en valeur. Il y a des cours spécifiques à Bioforce pour cela. On vous donne aussi comment dire, les outils pour développer vos outils de candidature. Il y a aussi comment dire, la préparation à l'entretien d'embauche de la même manière. Ça dure un peu plus longtemps que le temps que nous avons passé ensemble. Ça dure en fait une demi-journée. Et on a un dernier cours qui est celui lié à la préparation avant le début d'une mission, pendant la mission et après la mission. Comment gérer notamment les questions de stress, comment gérer les éventuels imprévus et comment prévoir les imprévus si possible. Déjà, tous ces cours en fait aident à l'organisation et à la préparation à cette mission qui doit arriver. Par ailleurs, il y a 3 entretiens individuels maximum. Parfois, on dépasse les 3 en fonction des personnes et des attentes, des besoins. Parfois, certaines demandes ne bénéficient pas ou
n'utilisent pas les entretiens individuels qui sont à leur disposition. C'est soit avec moi, soit avec d'autres personnes. On discute pendant 3/4 d'heure, 1 heure sur le projet professionnel de la personne et on fait justement ce suivi sur plusieurs entretiens s'il le faut pour discuter des outils pédagogiques, des structures qui conviennent le mieux à la personne en fonction de son parcours, de son projet, de ce qu'elle a à faire valoir. Et croyez-moi, c'est vraiment du sur-mesure. euh, et c'est vraiment un échange et des questions qui sont posées. Cet accompagnement, il est réel. Pour ceux qui sont en alternance, l'accompagnement a lieu en amont. On les aide notamment à travailler sur leurs outils et la connaissance du milieu avant de pouvoir justement demander leur alternance. Voilà comment ça se fait. Après, voilà, ces accompagnements évoluent en fonction des réalités du secteur. Et je pense que ça répond à la question, est-ce que Bioforce a des formations en 2 ans en alternance? Alors, La réponse est je vais aller un peu plus vite, enfin, plus directement sur cette réponse. On a pour l'instant des alternances de 1 an. Je sais qu'il y a parfois des demandes de 2, mais nous, on a 1 an, ou on a une alternance de 1 an aussi, mais sur un parcours en 3 ans qui s'appelle RETLH, responsable de l'environnement de travail, de la logistique humanitaire. Voilà, qui a un double diplôme en fait, qui est à la fois un diplôme de l'action humanitaire, une certification RNCP et un équivalent licence pro sur l'environnement de travail particulièrement. C'est vraiment un diplôme intéressant qui s'adresse à des personnes plutôt plus jeunes, sortant du bac. Et ça donne la possibilité clairement d'intégrer un travail, un emploi en France ou sur l'action humanitaire et assez rapidement. C'est vraiment du très très concret et du très voilà, mais ça se fait en 3 ans et avec une dernière année qui se fait en alternance. Et l'autre question qui était restée en suspens, c'était sur le fundraising. Comment faire pour être fundraiser? Y a-t-il une formation spécifique? Alors, il n'y a pas une grande différence entre le... Ça dépend des fundraisers, en fait. Tout à fait. En France, il y a la Fédération française de fundraisers qui octroie des formations courtes, continues, de tout type, qui aussi donne accès à des outils méthodologiques et une bibliographie assez fournie. Il y a des fundraisers qui, selon la taille de l'association, de la structure, vont avoir un rôle qui va se rapprocher du télémarketing, à appeler les donateurs un par un. Il y a du fundraising par le biais d'entreprises tierces qui mettent à disposition des jeunes étudiants pour qui c'est un petit job complémentaire et qui vont sur des spots événementiels, ponctuels pour faire du fundraising de rue auprès du grand public. Et puis, il y a les experts thématiques qui font du fundraising, mais plus au niveau institutionnel et qui rédigent les projets pour envoyer le projet à l'Union européenne, à l'Agence française de développement, à la coopération allemande, suédoise ou Gouvernement autre. américain, voilà. Exactement. Donc, il y a autant de styles de fundraiser qu'il y a de styles d'ONG. Et dans ces cas-là, quand vous voyez le mot fundraising sur une offre d'emploi, il faut bien regarder en détail quelles sont les missions, quelles sont les compétences attendues et bien vérifier que vous êtes en phase avec ce type de fundraising. Parce qu'effectivement, hein, quelqu'un qui a une grande expérience commerciale en tout et n'importe quoi, hein, il sera un excellent fundraiser pour du grand public. Il sera peut-être pas la personne adaptée pour des levées de fonds institutionnelles. Donc voilà. Mais tout est possible et surtout, c'est pas parce que vous êtes formé d'un côté que vous ne serez pas en mesure de compléter cette formation par d'autres
formation dans le cadre de votre vie professionnelle continue pour avoir plusieurs cordes à votre arc. Donc voilà, tu voulais compléter peut-être? Je ne sais pas si vous avez du Non, non, tout fundraising à fait. En France. fait, effectivement, quand on parle fundraising, il y a vraiment différentes situations et ça dépend